Smart Rebond en partenariat avec Cegid. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Rebond, notre émission en partenariat avec Cegid, qui est alors pour le coup particulièrement au centre de l'émission, donc la dernière de la saison, mais on se retrouvera la saison prochaine. Pourquoi ? Parce qu'on va parler fusion-acquisition. Et pourquoi c'est intéressant de parler fusion-acquisition avec Cegid ? Justement parce que c'est le mode de croissance, on va dire, de l'entreprise depuis quelques années. Mode de croissance, Cegid a publié un plan stratégique il y a à peine quelques jours. Donc mode de croissance qui va perdurer dans les années qui viennent. Donc comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on achète vraiment quand on fait de la fusion-acquisition ? Première partie. Et puis deuxième partie, c'est quoi les conditions du succès ? Parce qu'une fois qu'on a fait le chèque, il faut être en capacité d'intégrer vite l'ensemble de ces entreprises. On va voir ça pendant une demi-heure, c'est parti. Et donc c'est François Vauthier, le DAF, le directeur financier de Cegid, qui va nous accompagner. Salut François. Bonjour Stéphane. Et là, premier invité, et puis on en aura un autre dans la deuxième partie de l'émission, Thomas Cornet. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc directeur général et cofondateur d'ailleurs de Witifit, donc l'une des dernières acquisitions de Cegid. Mais d'abord, je parle évidemment sous ton contrôle François, chiffre d'affaires multiplié par 2 depuis 2016, Cegid, qui va encore doubler dans les 4 ans qui viennent pour atteindre donc 1,4 milliard. Petit quiz, à combien était le chiffre d'affaires au départ ? Non, en période du bac, hein. Évidemment, toi tu le sais. En 2016, un peu plus de 300 millions. Voilà, c'est ça, 300 millions x 2, 600. On est à 650. Ça s'est fait par acquisition à chaque fois, justement, c'est ça le sujet. Ah non, ça ne s'est pas fait que par acquisition. Ça s'est fait beaucoup par la croissance organique. On a... à l'arrivée des nouveaux actionnaires, notre nouveau dirigeant de l'époque, donc Pascal Houillon, on a mis en place tout un plan en fait de croissance a priori organique, donc avec de l'acquisition de nouveaux clients, avec et surtout des migrations des clients on-prem vers le SaaS. Et puis on a profité on-prem, c'est on-premise, sur place. En fait, c'est les petits disques qu'on achète et voilà, c'est les logiciels qui s'achetaient sur étagère. C'est ça. C'est fini ça ? Bah non, maintenant on est passé le SaaS, c'est quoi ? C'est 70% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui ? Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est 2 tiers. Et puis, maintenant ça se passe dans le cloud. On est passé d'un SaaS as an option à SaaS. On vous le propose, on va dire, en priorité. Et maintenant, on est sur du SaaS only pour la 90% de Donc, quel rôle les acquisitions ont joué alors dans cette... C'est quoi d'ailleurs le rythme d'acquisition de Cegid depuis le rythme d'acquisition. Bon, alors, depuis 2019, on est sur une dizaine d'acquisitions par an. Ah oui, une dizaine par an. Là, sur les 12 derniers mois, on a fait une dizaine d'acquisitions. On vient de toute taille. annoncer 3 sur les 15 derniers jours. Donc de toute taille, ça va de l'entreprise qui générait 100 000 euros à celle qui est la plus grosse étant celle qui fait 90 millions d'euros. C'est quoi la plus grosse ? C'est Talentsoft ? Talentsoft. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Talentsoft. Il y a eu comme annonce aussi une entreprise très connue dans le monde de l'entreprise. Peut-être pas connue comme elle aimerait être connue dans le monde de l'entreprise, c'est Nautilus pour la gestion des notes de frais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'avant-dernière qu'on a annoncée. Nautilus, entreprise basée à Lyon, donc proche de notre headquarter à Cegid. Et par Nautilus, on se développe sur le marché des notes de frais, des travel expenses. Et donc on va chercher quoi ? On va chercher des parts de marché ou on va chercher des activités complémentaires ? Alors, en termes de stratégie fusion-acquisition, l'objectif numéro 1 n'est surtout pas d'augmenter le chiffre d'affaires. Il ne faut pas que ce soit ça ? Non, l'objectif, c'est la création de valeur. Ouais. La création de valeur pour Cegid, pour notre entreprise, a priori pour la cible, pour l'acquisition, pour l'entreprise. Pour l'acquisition, l'entreprise acquise et pour nous aussi. Donc, c'est-à-dire nos clients en premier lieu, nos salariés. Et puis, a fortiori... Tu ne peux pas aller chercher de la part de marché quand même par l'acquisition ? On a c'est le premier pilier de notre stratégie. On a une stratégie pragmatique, comme on est à le dire, parce qu'on cherche à créer de la valeur pour l'entreprise. Donc le premier pilier, ça va être
de l'acquisition de parts de marché sur un marché sur lequel on est déjà. Ouais. Voilà. Donc on a fait des choses par exemple, historiquement sur le marché des experts, des logiciels pour experts comptables, le marché du retail. Ça c'est le premier, avec tout ce qui va avec en termes de bénéfices de part et d'autre, des synergies commerciales, des synergies opérationnelles, des synergies de compétences pour nos talents. Voilà, là on est sur le premier angle. Dans ce cadre-là, c'est aussi sans doute un moyen important de se développer à l'étranger. C'est sans doute l'un des moyens les plus sécurisés de se développer à l'étranger que d'aller acheter de la part de marché là-bas. Alors nous développer à l'étranger, c'est également le deuxième pilier stratégique de notre stratégie fusion-acquisition. C'est plutôt que d'aller amener nos produits qui sont parfois dans un environnement bien cadré d'un point de vue réglementaire, avec tout un tas de conventions. On se parle ici de la comptabilité, des métiers de paye. Évidemment, les conditions sur le marché français ne sont pas tout à fait réplicables sur d'autres marchés, même européens. Et donc là, plutôt que d'aller mettre nos produits, prendre le risque qu'ils ne soient pas adaptés, développer la force commerciale locale, on préfère évidemment se constituer une plateforme pour faire du build-up après à l'étranger. Et c'est ce qu'on a fait notamment sur des zones comme l'Espagne, le Portugal, le Benelux et puis l'Allemagne plus récemment. Ouais, tout à fait. Donc tu disais consolidation de marché, développement international. Voilà. Et le troisième, c'est sur un même marché, étendre notre portefeuille de produits et de services. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder, encore une fois de manière très pragmatique, les besoins de nos clients. Prenons par exemple notre client DRH. Voilà. Il y a 2 ans, on avait de la paye à lui proposer. Voilà. Donc je suis commercial CJ, je viens le voir. Voilà, mon portefeuille de services, c'est de la paye. 2 ans après, au même client, on est capable d'aller lui proposer des services de gestion des talents, en allant du recrutement à la formation, à la gestion des carrières, à de la gestion des temps, avec l'acquisition de Visual Time qu'on a faite en décembre dernier en Espagne, et puis avec l'acquisition toute récente de Witifit, Employee Relationship Management. Ouais. Voilà, c'est 3 services complémentaires qui, en fait, viennent compléter cette offre et, comme on aime à le dire souvent, constitue un catalyseur pour la croissance organique future. Dernière question avant de discuter justement avec Thomas sur les enquêtes qualité de vie au travail. Il y a là, en fait, alors pur hasard aussi, on a eu des chiffres sur un réel coup de frein sur les fusions-acquisitions en France, recul de 42% des montants engagés sur les 6 premiers mois. Le climat général quand même pour négocier, climat général financier, climat général de taux d'intérêt, climat général même de marché des affaires pour la valorisation des boîtes est quelque chose d'important. On ne peut pas faire ça, par exemple là en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué à manager, non ? En fait, on évolue sur un marché du software qui est toujours très dynamique en termes de fusion-acquisition, sur lesquels les valeurs sont encore soutenues. On est à 80% du temps sur des process compétitifs. Donc là, il y a un match entre l'offre et la demande. On est souvent sur des premiers tours avec 6, voire même une dizaine de compétiteurs pour nous sur la cible qu'on cherche à acquérir. Et pour l'instant, nous, on n'a pas vu de diminution des valeurs. Et puis, vous le faites sur fonds propres, hein, c'est ça qui est important. Donc, tout ce que je viens de dire sur les taux d'intérêt, voilà. La circulation de l'argent, la capacité à lever ou à pas lever, finalement, c'est quelque chose que vous laissez de côté, quoi. Voilà, exactement. Ouais. On autofinance, en fait, nos acquisitions. Alors, Thomas, du côté de la cible, justement, donc Witifit, quelques mots. Bah oui, t'es une cible. Quelques mots. Donc, c'est enquête RH, qualité de vie au travail, c'est ça que propose Witifit ? Si on le met de manière un petit peu plus large, on va dire qu'on va piloter l'expérience collaborateur. C'est aujourd'hui ce que vivent les collaborateurs au quotidien sur différentes natures d'indicateurs qu'on peut soit avoir sur étagère, donc on va avoir la notion de satisfaction au travail, engagement, risques psychosociaux, ou alors clairement des projets de transformation de type smart working, fusion-acquisition notamment, travaux sur la nouvelle organisation de travail, etc. Et là, on va pouvoir mettre des indicateurs spécialisés et accompagner comme ça les entreprises dans leur transformation. Et c'est des indicateurs que tu vas attraper comment ? En posant des questions aux gens, tout simplement ? Non, on a fait différemment justement. Vas-y. C'est pour ça qu'on a été la cible. D'ailleurs, c'est qu'on a cherché à travailler d'abord sur la captation des ressentis.
quel est effectivement, qu'est-ce qui nous anime le matin. C'est pas un fichier Excel avec des questions plus et moins, on se dit tiens, j'ai plus de rouge que de vert, donc je vais aller bien ou pas bien. C'est quelque chose qu'on a en soi. Et cette notion de ressenti, on va ensuite l'objectiver en posant des questions en mode entonnoir pour capter une conséquence et remonter aux causes. Et en fait, ça va donner pour le coup, en termes de redispatch vers le management de façon anonyme et confidentielle, les véritables leviers de l'équipe qui font dire au manager qu'est-ce qui marche moins bien. Ouais. Et à partir de là, il va pouvoir mettre en mode progression continue des actions qu'il va pouvoir lui-même mesurer avec l'équipe et voir justement ce qu'il faut pouvoir modifier et qu'est-ce qui va être appréciable par l'équipe. Sujet qui devient central au moment de la bataille pour la rétention des talents. Mais alors, est-ce qu'il y avait 5 ou 6 acheteurs potentiels au moment où Cegid s'est présenté Alors, et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que toi, tu choisis? Tu peux nous le dire maintenant. Ouais, je peux le dire maintenant. En fait, au début, l'entreprise n'était pas à vendre. Donc on a eu un process en fait où on voulait accélérer sur notre marché, parce que c'était un marché qui était en croissance, et sur lequel on s'est dit tiens, on va faire une levée de fonds. Et en fait, de cette levée de fonds, avant de lancer le process, avec mon associé, on s'est posé la question de se dire, si le marché se structure, parce que notre marché est en train de se structurer, faire une levée de série A entre 5 et 10 millions, à quoi ça peut servir réellement par rapport à un marché qui va se structurer et donc des acquisitions qui se font en parallèle. Ouais. Si à un moment donné, même si on fait une belle levée, on se retrouve seul et isolé, quelque part, c'est à un moment donné la mort du petit cheval. Donc on s'est posé cette question-là et on a lancé avec le cabinet qui nous a accompagnés, la banque d'affaires, un dual track. Donc on a fait les deux. Et on a bien vu qu'effectivement on avait du répondant quand même dans les deux. Et quand on a regardé justement les valorisations, les propositions de valeur qui étaient apportées, etc., bien évidemment, côté corporate, parce que c'était le bon moment, parce qu'il y avait de l'appétence et parce qu'il y avait des ambitions, le programme était beaucoup plus intéressant. Ouais. Et donc, à un moment donné, on se dit, il faut faire quoi? On reste propriétaire, avec un risque derrière de réalisation malgré une bonne levée, ou alors on va s'appuyer dans une croissance avec des réseaux établis, des pays qui sont déjà installés, des synergies avec les applications déjà en place, et justement apporter sur un portefeuille déjà installé plus le reste une accélération massive. Et donc le projet, on l'a fait. C'est un peu dur de se dire je cède, parce que au début, c'est pas surcompté. Ça dépend. C'est un peu dur. Non, c'est un peu dur, parce que pour le coup, on se disait, tiens, le marché est en croissance. Donc, t'es dessus, là, voilà. C'est clair. Donc, si on se revendait dans 1, 2, 3 ans, etc., c'était autant de valorisation qui allait prendre la boîte. Et donc, il fallait trouver le bon moment. Et donc, finalement, on s'est dit, malgré tout, c'est le bon moment pour partir avec un corporate. Et tu restes, c'est-à-dire que quand tu achètes, ces questions que je pose presque à François, il y a un sujet, alors on sait qu'il y a des dispositifs, on ne va pas rentrer là-dedans, des dispositifs pour s'assurer que le fondateur reste. Après, il faut qu'il ait envie de rester, parce que tous les dispositifs de la Terre, voilà, si le gars il n'a pas envie d'être là, il restera sans être là, quoi, pour le résumer. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. En tout cas, c'est tout l'enjeu pour l'acquéreur, parce que bien évidemment, acheter une techno sans en avoir la maîtrise derrière... Il faut que tu aies toujours faim, quoi, toi, derrière. Et puis, il faut qu'il y ait une passation. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait un transfert, une diffusion auprès des équipes internes. Exactement. Qui peuvent potentiellement prendre et des relais et des compléments s'il faut. Donc, François ? Oui, puis je dirais que finalement, c'est vrai qu'au-delà de la dimension, on va dire, financière et du prix d'acquisition, il y a tout le projet, il y a le fit entre les personnes qui font qu'à un moment donné, ça match, et puis à un moment donné, on a envie de faire un bout de chemin ensemble. D'autant que là, c'est quand même pour nous une diversification, et on n'a pas on va dire les compétences sur ce marché, sur ce genre de produit, aussi bien voilà, d'un point de vue produit que de discours commercial pour aller vendre la solution. Et encore un mot là-dessus. Parce qu'on parle très régulièrement des obstacles que rencontrent les ETI dans cette émission. Là, j'ai l'impression quand même que c'est un atout. C'est-à-dire, tu vois, enfin, tu fais le même deal avec, je veux dire, n'importe quoi, Capgemini, ou enfin, un espèce de géant. Sans doute, c'est pas la même histoire. Non, c'est pas la même histoire, parce que pour le coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché se structurait en France, mais déjà se structurait à l'international. Donc il y avait un élément qui était hyper important, c'est d'être avec un allié de choix
un partenaire de choc qui puisse tenir la dragée haute à d'autres compétiteurs au niveau international. Puisque, mais qui reste néanmoins à taille humaine. Enfin, c'est un peu idiot comme expression, mais voilà. Nous, on passe effectivement, on était 20, on passe de 20 à presque 4000. Donc, C'est ça. donc effectivement... Oui, mais c'est pas 100 000 mecs. Mais c'est pas 100 000. C'est Ouais, pas 100 000. D'un autre côté, les gros éditeurs, ils sont pas tous non plus à 100 000. Hein. Il y a des éditeurs qui sont quand même plus rationnels en termes d'effectifs. Mais là, les synergies, les développements, et puis il y avait aussi la complémentarité et le lien à avoir avec Ex-Talentsoft. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait aussi là-dedans des partenariats de choix et des combinatoires à trouver. Donc c'est pour ça que l'histoire nous a plu, c'est pour ça qu'on a dit ok, c'est le bon moment, le bon partenaire et le bon timing, parce que derrière, le marché est là, le marché demande, et donc on y va. Voilà. Eh ben, on va voir justement, on va voir dans la deuxième partie de cette émission les conditions de la réussite. On repart, et on repart avec François Vauthier qui reste avec nous, le DAF de Cégide, et puis Guillaume Martinez. Salut Guillaume. Bonjour, c'est Managing Director, c'est ça Guillaume, Alvarez et Marsal. Et toi, en fait, alors tu fais de la fusion-acquisition évidemment, mais ce qui nous intéressait, c'était ton expérience sur les conditions de la réussite. Quand on fait donc 10 acquisitions par an, c'est ça, faut pas se gourer. T'as pas le temps de te gourer, quoi, quand même. Non, exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, j'imagine, il y a des typologies d'entreprises, des typologies de situations qui font les conditions de la réussite d'une fusion-acquisition? Absolument. Une acquisition, et j'imagine que c'est l'expérience de Cégide, c'est que c'est un ensemble qui commence très très tôt, bien en amont de l'acquisition. Et l'objectif, c'est de définir à ce moment-là les objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est-à-dire que faire une acquisition pour faire une acquisition, évidemment, c'est à la portée... du premier portefeuille venu. Et l'objectif, c'est de dérouler en réalité un plan de création de valeur qui, à un moment ou à un autre, va passer par une acquisition. Et à ce moment-là, le pré-acquisition et la vérification des hypothèses prises et des objectifs, et le post-acquisition, et notamment le moment clé qui est l'intégration, c'est le moment où on va mettre en place les mesures, les méthodes évidemment et les process pour réaliser ces objectifs-là. Attends, je m'arrête juste sur un truc, parce que ça tombe bien d'ailleurs. François avait dit la même chose. Tu dis création de valeur, c'est-à-dire faire une fusion-acquisition, grossir pour grossir, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a Acheter du chiffre d'affaires basique, juste parce que tu veux une taille plus importante pour pouvoir, j'en sais rien, peser plus fort, plus lourd dans ton marché, ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Ça peut, tout à fait. Si l'objectif, et ça peut être le cas dans un moment de croissance de l'entreprise, est effectivement d'atteindre une certaine taille, pour être visible, pour être scalable, comme on peut le dire, pardon du terme anglais, ça peut être un objectif en soi qui sera porteur de création de valeur. À un moment ou à un autre, néanmoins, et on dit souvent le M&A c'est stratégique, ça l'est évidemment, largement, mais il faut que dans des chiffres, on puisse voir cette création de valeur. Il faut que 1 plus 1 fasse 3. Voilà. 2,5. Allez. Ou 2,5. Ou 2,5. Autre point, François, avant de continuer avec Guillaume, il dit ça démarre bien avant l'acquisition. Exactement. En fonction du... Alors nous, à Cégide, on a même structuré une équipe de 3 personnes qui sont full-time en fait, sur ces sujets d'intégration. Et ça démarre en fait... une fois qu'on a bien avancé sur le process d'acquisition, donc on est retenu, on est en train de finaliser le signing de l'acquisition. Par rapport au rationnel de cette acquisition, est-ce que c'est de pur et dur de la croissance, de la consolidation de marché? Est-ce que c'est un service additionnel, un produit spécifique qu'on achète, de l'internationalisation? En fonction de nos leviers de création de valeur, on va développer justement un plan d'intégration qui vise différents workstreams, en fait, que ce soit la partie commerciale, la partie produit, les fonctions support, quels sont les outils IT, RH utilisés par l'entreprise, comment on va migrer tout ça dans les systèmes Cégide. Donc en fait, l'objectif, c'est de dérouler de dessiner notre feuille de route pour qu'au moment du closing, on ne soit pas dans une réunion de kick-off à se dire bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire. Non, au moment du closing, les étapes sont déjà... Le premier jour, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun sait de quoi il est responsable. Et ensuite, on va dérouler justement l'exécution de l'intégration. Guillaume?
Oui, exactement. C'est même quelquefois même en Parce que amont toi, de ce ça. que tu disais, oui, voilà, c'est Ouais. dans la définition de la cible que tu dois déjà t'intéresser En fait, à l'intégration. le M&A n'est pas étranger au reste de la stratégie de l'entreprise. Ça vient en support, en accélération, donc au service en réalité de la stratégie d'entreprise. Donc si on veut croître, si on veut aller dans tel marché, si on veut aller vers telle technologie, il y a plusieurs options. L'une d'entre elles, le M&A. Et donc, en réalité, c'est à ce moment-là qu'on vient décider que le M&A est un outil. Ça fait partie de la boîte à outils aujourd'hui des entreprises. Ouais. Le M&A était exceptionnel il y a 20 ans quand j'ai commencé ma carrière. Aujourd'hui, c'est business as usual dans la plupart des groupes, que ce soit des corporates ou des entreprises détenues par des fonds. Oui, mais alors attends, cette phase d'intégration. Moi, j'en ai vécu une fusion-acquisition. Ouais. Une catastrophe. Ouais. Je suis parti en courant. Ouais. Pourquoi ? Tout le monde connaît cette statistique. Un deal sur deux est un échec. C'est en général à cause de l'intégration. C'est en général à cause de l'intégration. C'est un moment de fragilité extrême, alors de l'entreprise, de l'objet acquis, mais aussi de l'entreprise qui reçoit. Ça peut être extrêmement destructeur de valeur, disrupteur au possible pour les deux. D'où le plan, d'où la planification. Il y a une règle d'or. Il faut communiquer encore plus, over-communicate, Ouais. toujours. Et en particulier dans cette intégration-là. Partager les objectifs. Est-ce que les objectifs sont clairs ? Est-ce qu'ils ont été communiqués en interne ? En interne, sans dire du mode vers le marché, etc. Est-ce qu'ils sont clairs en interne ? Est-ce que le plan, la durée, est-ce qu'on a été très clair ? Et ça, tant de la part de l'entreprise qui va se vendre que de la part de l'entreprise qui achète. Absolument. Le plan de communication, on a vu des intégrations pour le coup réussies où le jour J, c'est-à-dire le jour du closing, le day one dans le jargon, on a des équipes de l'entreprise acquise, qui acquièrent de l'entreprise acquise, qui sont de partout dans les sites et qui ce jour-là font des opérations spéciales de communication, de town hall meeting, c'est-à-dire on répond à toutes les questions, c'est le moment de les poser, etc. C'est extrêmement important. Mais ils n'ont pas pu se parler avant. Avant, ils n'avaient pas le droit. Si, on peut se parler avant. Alors, il y a des règles évidemment très très importantes avant le closing pour ne partager évidemment aucune information confidentielle. En revanche, rien n'empêche de préparer des moments de communication, des moments justement de première étape dans l'intégration. Et même, il faut le faire, non ? Il faut le faire. Indispensable. Indispensable. Over-communicate. On n'est jamais assez clair sur les objectifs que l'on poursuit dans le M&A. Il y a des périodes... Non, parce que, comme j'ai vécu cette expérience, ça m'intéresse. Tu la prends, boum, au cœur du... Ça devait être fin juillet, début août, tu vois, sorti de nulle part, t'es en vacances, tu sais rien de rien, et tu lis des communiqués lénifiants de gars qui te disent que ça va être génial. C'est les réinventions de l'avenir et que tout le monde va y gagner. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, non ? C'est exact. Alors, la période d'été pour annoncer ça, je suis d'accord, c'est pas forcément top. Parfois, t'as pas le choix, mais ça fait partie des process et quelquefois, on est simplement content d'avoir gagné un process compétitif. Il faut dire aussi la réalité. Voilà, c'est ça. On gagne quand on a la possibilité de gagner et puis ensuite, on fait au mieux. Mais la gestion des talents est un élément clé de l'intégration. Il n'y a rien de pire que d'avoir des objectifs, d'avoir fait le travail en amont et puis simplement pour découvrir que les personnes qui sont derrière ces talents, ces actifs, etc., elles s'en vont. Et donc, il faut gagner le consensus. Comment tu fais ça ? Comment tu t'assures de ça ? Alors, 1, je l'ai dit, la communication. 2, il faut être aussi très très clair au sens des objectifs en question. Oui, c'est ça. Et du timing qu'on va donner. Après, l'intégration, c'est un moment, comme on le disait, de création de valeur. Mais d'abord, il faut stabiliser. C'est-à-dire que oui, on va aller chercher ces objectifs, et d'ailleurs, il ne faut certainement pas les oublier en cours de route, mais la première étape, c'est la stabilisation des deux business. Après, il y a des très gros qui rachètent des plus petits, des pairs qui s'achètent entre eux, etc. Donc, les situations sont très différentes. Ouais. Mais la première étape, c'est être sûr qu'on a toujours la lumière allumée. Et avec une idée stratégique très claire, non ? Avec une idée stratégique très claire. Chacun sait exactement pourquoi cette opération est faite. Exactement. Ça, oui, exactement. Et surtout, dans notre univers du software, en fait, où nous, on n'a pas de matière première, on n'a pas de machine. C'est ça. Et donc, on va dire, le cœur du réacteur, pour nous, c'est les people. Exactement. En fait. Donc, la clé d'une acquisition réussie, c'est tout d'abord, comme tu le disais très justement, sécuriser le run, on va dire, dans les 2 mois qui suivent. Il ne faut pas que tout s'arrête parce qu'il y a eu cette acquisition. Et puis,
c'est de sécuriser les employés. On en parlait tout à l'heure avec Beautifit, où en fait, on va leur présenter le projet et définir pour chacun d'entre eux, en fait, quel va être leur rôle, leur contribution à ce projet. Et donc là, communication, communication et communication. Et le fait qu'il y en ait eu beaucoup avant, est-ce que ça sécurise, je ne vais pas dire la proie, mais la cible, le futur partenaire, pour dire politiquement correct? Est-ce que les gars se disent, ça, c'est Cegid, ils savent faire? Oui, je pense que quelque part, on gagne au fur et à mesure de la notoriété, de la crédibilité. Ouais. En fait, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des promesses. En fait, on est capable de montrer que voilà, ce qu'on a affirmé pour d'autres acquisitions, on l'a réalisé. Et il y a des voilà, on a plein d'exemples, nous, de mobilité, de promotion de personnes qui faisaient partie, même de dirigeants qui faisaient partie de sociétés qu'on a acquises, qui maintenant font partie du comité exécutif de Cegid. Dans un process de M&A compétitif, il y a des périodes où la société qui sera la cible, l'objet de l'acquisition, en réalité, va choisir. Et là, c'est souvent le moment d'amener avec soi des gens qui ont connu ça, qui sont passés par là, Ouais. et qui vont témoigner de comment ça s'est passé en pratique. Et encore une fois, ça, c'est les meilleurs témoins qu'on puisse trouver. C'est Gérard Mestralet a peut-être d'ailleurs travaillé sur une des acquisitions avec lui. Était très très fier. Je crois que c'est 17 acquisitions structurantes pour à l'époque Suez, puis ensuite Engie. 17 acquisitions structurantes et il était très très fier que tout ait été amical. Et que tout, en fait, se soit parfaitement bien déroulé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un process, qui commence à être mis en place. Et c'est une vraie fierté. C'est quand même très compliqué, hein, il faut dire les choses. Et puis là, c'était des coûts à plusieurs dizaines de milliards de dollars, en plus. Après, vous avez certaines industries, comme la distribution spécialisée, par exemple. C'est dans leur business model d'acquérir des petites unités de distribution. Et c'est quelquefois une par jour. Une par jour. Et là, il y a des process extrêmement industriels d'acquisition qui doivent être en place. La digitalisation est importante. Enfin, c'est je ne sais pas s'ils sont licornes. Enfin bon, bref, de toute façon, ils sont cotés en bourse. Donc, mais c'est Believe qui est aujourd'hui qui réinvente le marché des talents, de la gestion des talents de la musique, qui nous disait donc énormément aussi d'acquisitions. C'est pratiquement une par jour, parce qu'à chaque fois, c'est des petits labels en fait qu'on chope avec un artiste. Presque un artiste, c'est une acquisition, et qui disait qu'en fait la robustesse du système digital permettait de gagner énormément de temps et de rassurer énormément l'ensemble de ceux qu'on acquérait. C'est quelque chose d'important, ça. Alors, Guillaume. notamment dans les différents business qu'on peut trouver de talent management. Parce que c'est l'outil pour dissocier d'un côté la créativité qu'il faut absolument préserver et à un moment donné amener un peu de process, un peu de pourquoi on fait ça aussi, hein, c'est-à-dire pour concentrer d'un côté les talents sur ce qu'ils savent faire et de l'autre faciliter la vie de tout le monde. C'est ce qu'est le digital. Ouais. L'un des patrons financiers de Believe nous donnait l'exemple, alors je ne sais plus, mais je crois que c'était une star japonaise qui quand même, balançait le pognon par les fenêtres et il disait, arrive ce moment où il faut lui dire quand même que il va falloir essayer d'en dépenser un petit peu moins. Voilà, c'est le moment qu'il faut gérer. Parfait, merci beaucoup pour tout ça. Merci François, donc directeur financier de Cegid. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. Guillaume Martinez, donc Alvarez et Marsal. Et puis on se retrouve à la rentrée, septembre, octobre, on verra ça pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid.